Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la première édition du sommet virtuel d'éco-psychologie sur le thème de l'interdépendance dans tous ses états. Aujourd'hui avec nous, nous avons Vincent Wetlet et Gauthier Chapelle pour animer le thème suivant: l'interdépendance agit chez l'humain, individuellement et collectivement. Quel impact psychologique dans la relation humain-nature? Alors pour expliquer rapidement l'éco-psychologie, la FECOP propose de voir l'éco-psychologie comme un champ transdisciplinaire qui tente d'explorer, de comprendre et de prendre soin des interrelations profondes entre toutes les dimensions humaines, que ce soit intellectuelle, émotionnelle, corporelle, spirituelle, sociale, et la nature dans son ensemble, c'est-à-dire vivante et inorganique. Et pour ce sommet, nous avons choisi le thème de l'interdépendance parce qu'elle est à la base de la réalité du monde, c'est-à-dire au fondement même de la vie. Et cette notion d'interdépendance est aussi au cœur du paradigme de l'éco-psychologie. D'autre part, elle pose la notion de complexité que nous souhaitons faire vivre, expérimenter et approfondir au sein de la FECOP. Alors un tout petit mot sur la FECOP, c'est une toute jeune association qui a pour but de s'étendre à la francophonie, de rassembler les réflexions et les pratiques multiples et aussi transdisciplinaires autour de l'éco-psychologie. Voilà rapidement. Moi, je m'appelle Johan Zveshkar, je suis éco-psychologue sur Grenoble et je suis très ravi de vous accueillir pour cette nouvelle table ronde. Et avec moi, Emmanuel. Merci Yann. Emmanuel Delrieux, je suis psychologue développementaliste et éco-psychologue sur Montpellier, dans la région du Sud. Merci à Vincent et à Gauthier d'être présents pour ce sommet. Je remercie particulièrement Vincent avant que tu te présentes parce que Johan et moi, on a pu réaliser ce sommet grâce à toi. Aussi à ta patience, à ta mise en lien, à ton écoute, à ta présence, alors que tu as un emploi du temps très chargé, et à cette magnifique capacité que tu as de transmettre avec beaucoup d'amitié, beaucoup de bienveillance. Donc ça, on voulait vraiment te remercier parce que ce sommet n'aurait pas pu se réaliser sans toi, sans ta présence et ton expérience. Donc merci Vincent. Je te laisse te présenter du coup. Merci, merci. Non, ben, je ne m'y attendais pas. Avec grand plaisir. Donc, Vincent Watley, comme c'est écrit là en dessous. Je suis surtout présent en Belgique francophone pour créer du lien entre différentes associations, collectifs qui travaillent à partir de l'éco-psychologie ou de l'écologie profonde, et on a plutôt renommé ça l'écologie sensible pour différentes raisons, notamment parce que le terme éco-psychologie contient psychologie, ce qui peut être compliqué avec certains bailleurs de fonds qui considèrent qu'on ne fait pas alors de l'écologie, mais uniquement de la santé mentale. Et donc voilà, pour un petit peu annuler cette difficulté-là, on s'est réapproprié plutôt ce terme d'écologie sensible. Je suis éco-psychologue, donc j'ai une formation de psychologue clinicien, mais je travaille vraiment principalement dans l'écologie depuis un peu plus de 15 ans. Je suis aussi animateur de Travail qui relie. Et puis, on a co-créé avec Nathalie Grosjean, qui est qui est mon couple professionnel. On a co-créé un parcours en éco-psychologie. On n'appelle pas formation, parce que c'est vraiment plutôt un parcours un peu initiatique dans le sens où on va découvrir certains volets différents de l'éco-psychologie et apprendre pas mal de choses, mais on ne considère pas spécialement qu'en sortant de là, on est éco-psychologue ou écothérapeute. D'ailleurs, c'est pas une formation à la thérapie. Pour nous, c'est important que les écothérapeutes soient d'abord des thérapeutes. Mais par contre, c'est vrai on va explorer beaucoup d'éco-pratiques différentes, dont le travail qui relie. Voilà, voilà. Et puis, ben, je suis un grand passionné de tous ces thèmes-là depuis longtemps et hyper content d'intervenir sur la question de la dépendance et de l'interdépendance. Et puis, toujours très heureux d'être à côté de mon ami collègue Gauthier. En fait, c'est marrant parce qu'on est tout près physiquement, géographiquement, nous là. Moi, je suis à 10 minutes en vélo de chez lui. Donc, on pourrait être côte à côte, mais je me suis dit que c'était pas pratique pour le virtuel. Donc, on est resté chacun chez nous. Voilà, je te passe la parole, Gauthier. Bonjour, eh bien, donc Gauthier Chapelle. Euh, Moi, je travaille comme Vincent aussi essentiellement sur la Belgique francophone. Alors, je me définis comme chercheur interdépendant, ça ne s'invente pas, avec une majuscule à terre.
ce qui en plus nous connecte à l'écopsychologie et l'écologie profonde. J'ai une formation, je ne sais pas si je dois dire formation ou déformation universitaire, en tant qu'ingénieur agronome et biologiste. Donc c'est plutôt par ce biais-là que je suis arrivé à l'écopsychologie en tant que très touché en fait par tout ce qui arrive aux vivants en règle générale. Donc je me suis engagé dans le travail qui relie il y a plus d'une dizaine d'années parce que j'ai trouvé ça une pratique incroyable pour justement se reconnecter à soi, aux autres et au reste du vivant. Donc on a créé Terre Éveil avec Elena et Corinne il y a plus de 10 ans. Et maintenant, on est en train de s'agrandir, j'ai envie de dire, à la fois parce que la demande est en train d'exploser. On sent que là, les gens maintenant sont vraiment conscients qu'on rentre dans des périodes compliquées par rapport au climat, etc. Et aussi parce on a les gens qu'il faut pour. Et les gens qu'il faut pour, ils sortent du parcours Ecopsy de Vincent et Nathalie. Et Vincent et Nathalie font d'ailleurs aussi partie de Terre Éveil. Donc ça, c'est la toile très tissée que nous avons en Belgique francophone. C'est l'avantage de cette toute petite région très dense où tout le monde se connaît dans ces domaines-là. Alors, je vais aussi rajouter que je suis papa. Vincent n'en a pas parlé, mais moi, je suis papa 3 fois et bientôt 4. Donc, j'ai un petit bonhomme ou une petite bonne femme qui arrive incessamment. Et je voudrais encore ajouter aussi que j'ai écrit des livres. Donc, Vincent le connaît très très bien aussi. On est très proche de Pablo Servigne. Donc on écrit sur l'effondrement et ça peut paraître bizarre de faire à la fois de l'écopsychologie et de l'effondrement, ou alors tout au contraire, pas bizarre du tout. Et c'est bien en liant les deux aussi qu'on avance. Euh, voilà. Et je pense qu'avec ça, j'ai dit les essentiels. Merci, merci beaucoup. Ok. J'ai presque envie de rebondir sur ce que tu viens de poser, en fait, Gauthier, sur le fait que ça peut paraître bizarre ou pas de parler d'effondrement et en même temps de faire de l'écopsychologie. Finalement, c'est quelque chose que l'on voit beaucoup, qui va beaucoup être développé dans ce sommet. C'est de sortir de cette forme de dualisme et apprendre à faire rencontrer aussi parfois ces extrêmes à l'intérieur de soi, mais qui sont aussi des réalités que l'on voit. Et c'est ça qui nous amène à travailler l'interdépendance, qui est à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur. Et finalement, est-ce qu'on pourrait peut-être faire juste un petit tour de table avec vous deux pour évoquer qu'est-ce que l'interdépendance selon vous, en fait? Oui, alors moi, il y a 2 axes pour moi là-dessus. Le premier axe, ce serait dans ce que ça a d'assez intuitif pour nous en tant qu'humains, tous ici, de sentir la différence entre dépendance, indépendance et interdépendance. Et moi, j'ai juste l'impression que dans notre vie, enfin dans notre culture actuelle, donc dans la culture occidentale, on nous met dans une dépendance très forte pendant les 15 premières années de notre vie quand on va à l'école, plus forte que dans d'autres cultures. Et puis quand on en sort, après ces études, quelles qu'elles soient, enfin une fois qu'on est censé devenir majeur et pas nécessairement vacciné, mais majeur et professionnel, tout d'un coup, là, on devrait être dans une indépendance totale. Il y a cette espèce de mythe de l'autonomie, alors que fondamentalement, au début comme à la fin de l'histoire, on est interdépendant et on est interdépendant de toute la communauté humaine dans laquelle on s'inscrit, celle qui est toute proche de nous et celle qui est beaucoup plus éloignée aussi, surtout à notre époque. Ça, c'est un axe. Et le deuxième axe, c'est justement cette interdépendance, de l'étendre encore au-delà des humains et de se rappeler que ce qui nous manque surtout dans notre culture, c'est la conscience de notre interdépendance. Mais pour nous, enfin pour moi en tant que biologiste, c'est évident à quel point, voilà, à chaque respiration, je dépends non seulement des arbres qui sont derrière ma fenêtre, mais aussi du plancton végétal qui est au milieu de l'océan Pacifique. Voilà, la respiration est un exemple classique, mais ce que nous mangeons, la communauté bactérienne qui est aussi nombreuse que mes propres cellules qui vit avec moi, etc. Et cette interdépendance-là, elle est là tout le temps. Donc, pour moi, c'est en cela que c'est une notion de toute façon
fondamentale et qui nous habite et qui nous fait vivre, qu'on le veuille ou non et qu'on en soit conscient ou non. Voilà. Super, mais du coup, je peux rebondir. Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Gauthier. Mais on le sait qu'une des fonctions de l'écopsychologie, c'est d'agir sur le terrain de l'illusion, puisqu'il y a vraiment ce grand tour de prestidigitation du modernisme de faire croire à la séparation, une belle illusion de séparation, magnifiquement réussie, digne de David Copperfield, à mon avis. Et je pense que vraiment notre métier d'écopsychologue, c'est la magie, et c'est plus l'illusion. Et la magie, c'est celle du vivant. Et pour moi, la magie, c'est vraiment celle du lien. Et le lien, on parle toujours des 4 liens, hein, le lien à soi, aux autres, au vivant et au divin, au plus grand que soi. Et je pense que ce lien, il peut vraiment s'entendre pas juste comme une connexion volontaire, mais effectivement comme une interdépendance. C'est-à-dire que c'est au-delà de même mon souhait à me relier à, c'est que je suis relié à, que je le veuille ou pas. Et donc ça va vraiment être, après, j'ai une action de volonté, de décision sur comment je prends soin de ce lien. Et comment ce lien, je reconnais une dépendance pour ne pas être dépendant au sens alors, on va dire, plus psychopathologique du terme. Et là, pour moi, du coup, on arrive sur cette question intéressante de la dépendance qui a ce double sens, en fait. Hein. Dans notre société, la dépendance est devenue même pathologique, puisqu'on va parler vraiment des addictions et des dépendances. Donc, on en a fait carrément une psychopathologie, où on pourrait vraiment reconnaître qu'effectivement, c'est d'abord un état de fait, et que, du coup, qui se transforme en pathologie, puisqu'on ne reconnaît pas, pour moi, nos vraies dépendances, alors c'est d'autres dépendances qui viennent se greffer dessus. Les écrans, toutes les drogues, la nourriture, le café, enfin, toutes les dépendances qu'on peut imaginer. Et je pense aussi, parce qu'il y a quelque chose qui, pour moi, complète ce que disait Gauthier, c'est que Gauthier a reparlé de l'énorme dépendance biologique, et je pense qu'alors la dépendance humaine, on pourra y revenir avec l'altruisme, la coopération, mais je pense qu'au-delà aussi, ou de façon plus invisible, il y a vraiment cette trame psychique, cet inconscient collectif, et plus global, cet inconscient écologique, qui nous rend indépendants à un niveau même de l'ordre du sens. On fait vraiment partie d'un tout relié en termes de sens, dans lequel il y a des archétypes, et qui va jusqu'à cette trame entre la matière et l'imaginaire, où on ne sait pas très bien pourquoi, par exemple, autant de cosmogonie illustre si bien le principe du Big Bang, quoi, avec l'œuf cosmique qui se sépare en complémentarité, etc., etc. Donc il y a cette trame vraiment pour moi, de l'imaginaire et du réel, qui est une de nos dépendances les plus grandes aussi en tant qu'humain, vu qu'on est une espèce qui a besoin de sens. Je pense que c'est aussi là qu'est vraiment nos liens avec tout ce qui vit, quoi. Et comme je vous avais prévenu, j'ai un chien qui aime beaucoup rentrer et sortir, donc je vais vite lui ouvrir. Je suis son portier officiel. Très bien, ben j'en profite pour poser là une question. Justement, quand je vous entends, j'entends dans l'exemple de toi, Gauthier, et de toi, Vincent, on a parlé des récits, on a parlé de notre interdépendance avec notre microbionte et tout ça, enfin, nos cellules, etc. Mais tout ça, finalement, c'est quelque chose d'assez invisible, en tout cas à notre échelle. On ne le perçoit pas concrètement. Du coup, comment est-ce que vous travaillez cette interdépendance? Parce que même dans le cas du récit, dans le sens qu'on fait, c'est de l'imaginaire. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Les impacts qu'il y a dans l'interdépendance, on ne le perçoit pas forcément. Alors, comment travailler sur quelque chose qu'on ne perçoit pas, en tout cas de notre vision à nous? Alors évidemment, le microbiote, effectivement, celui-là, il est difficile à voir tout de suite, mais moi, j'ai quand même envie de dire que c'est de nouveau les choix qu'a fait notre culture de consacrer de l'attention ou pas à certains moments de la journée. Parce que, par exemple, je vais revenir au repas, quand on mange, on est dans un magnifique moment d'interdépendance avec le reste du vivant. Le reste du vivant, les aliments qu'on est en train de manger, mais aussi tous ceux qui ont permis que cette nourriture arrive jusqu'à l'endroit où elle est arrivée. Mais voilà, mais quand on mange, on fait autre chose. On
on regarde un truc sur son smartphone ou on discute avec ses voisins et on ne prend pas nécessairement le temps, alors que de nouveau, il y a énormément de cultures, y compris d'ailleurs la culture judéo-chrétienne jusqu'il n'y a pas très longtemps, où on prenait le temps de gratitude. Par exemple, le temps de gratitude, le moment de la gratitude, c'est quand même, la gratitude, souvent, c'est quand même de dire merci aux autres pour ce qu'ils me donnent. Donc, c'est une connexion directe à l'interdépendance, et c'est reconnaître l'interdépendance et reconnaître même ce qu'elle m'apporte et ce qu'elle apporte à chacun. Donc voilà, ça c'est un exemple que je peux donner avec la nourriture. On pourrait dire la même chose. Moi, je pense qu'une des pratiques qui nous manque profondément dans notre culture, c'est d'aller dehors. D'aller dehors, dehors, dehors. Moi, quand je dis, si vous voulez vous reconnecter, allez dehors. Et que vous soyez même en ville, alors c'est encore mieux hors de la ville, mais même en ville, il y a des tas d'autres espèces qui sont là, qui sont notre communauté, qui sont même techniquement notre famille. Hein. On est quand même issus du même ancêtre bactérien il y a très longtemps. Ça aussi, on ne nous apprend plus ça. On peut le sentir. Les enfants le sentent. Donc, on nous déconnecte de ce genre de choses. Donc, ce n'est pas qu'on ne peut pas le voir, c'est qu'on nous a retiré on nous a retiré les lunettes qui nous faisaient le voir et pas se poser de questions. Voilà, Vincent s'occupe de son chien là pour l'instant. On voit ce que c'est que des enfants avec des animaux. Pour eux, la question ne se pose pas. De toute façon, ils n'ont pas encore de représentation de savoir est-ce qu'il y a. Enfin, oui, ils voient bien la différence entre les humains et les autres, mais c'est une question de familiarité. C'est pas des cours sur l'Homo sapiens sapiens, quoi. Ça, ils n'en sont pas encore à ce stade-là, quoi. Donc moi, je crois qu'il y a beaucoup quand même de ces interdépendances qu'en fait, on pourrait les voir et on les a sous les yeux, on les a sous le nez et on a surtout ce savoir qui est engrammé à l'intérieur de nous depuis qu'il y a des humains sur Terre et sans doute même encore avant, parce que on retrouve ça chez les autres espèces aussi. Et donc là, moi, je pense qu'il y a vraiment tout un travail de décolonisation, je ne suis certainement pas le seul à le dire, pour retrouver le fait qu'on vit, on est vivant parmi les vivants, et être vivant parmi les vivants, c'est être dans cette interdépendance, dans cette vaste toile du vivant, hein, comme on dit beaucoup dans le travail qui relie, on emploie beaucoup cette expression, et que c'est non seulement nous faisons partie de la toile du vivant, mais c'est même une toile très solide sur laquelle on peut s'appuyer. Donc quand on va en plus au contact de cette conscience plus souvent dans sa journée, de se rendre compte qu'on est interdépendant, ça donne aussi une énorme confiance. Donc c'est un autre thème qu'on pourra éventuellement développer, mais c'est une toile dans laquelle on peut s'appuyer et qui, pour moi, change tout par rapport, j'ai mentionné l'effondrement tout à l'heure, ou en tout cas les possibilités de virage très brutal de notre civilisation. Quand on panique par rapport à ça, moi, je sais à quel point le ressenti quotidien de cette toile du vivant derrière moi me donne confiance sur le fait qu'on n'y va pas tout seul, quoi. Je n'y vais pas tout seul, mais même nous n'y allons pas tout seul ici, ceux qui mettent leur temps et leur énergie là-dedans, on est soutenu par toute la toile du vivant dans laquelle on est inséré en plus. Ce n'est pas des babysitters, on en fait partie, quoi. Voilà, je vais déjà m'arrêter là. Ouais, merci Gauthier. Moi, j'aurais envie de dire au niveau des pratiques ou du comment on fait émerger. Alors évidemment, il y a tout l'aspect tête qui est important dans l'éducation relative à l'environnement ou globalement dans les pratiques. C'est vraiment cette connaissance des écosystèmes, de leur interaction, etc. Et au niveau des pratiques, je dirais, là, il y en a trois qui me sont venus en réponse à ta question, Johan. Il y a la question de la réciprocité, hein, avec dans le lien aux autres qu'humains et au reste du vivant, vraiment de sentir, par exemple, que quand je rentre dans une forêt, je regarde, mais je suis aussi regardé. J'écoute, mais je suis aussi entendu. Je suis senti. Hein, quand j'approche un arbre, l'arbre, il est proprioceptif, donc il a une conscience de lui, et il a une conscience du coup que le lui est connecté à quelqu'un d'autre à cet endroit-là. Et il y a une très belle pratique de David Abraham avec la main, pratique de la réciprocité, où vraiment on commence par d'abord sentir qu'avec sa main, on touche et on est touché, en touchant ses deux mains comme ça. Et puis on étend ça aux autres qu'humains, et par exemple à l'écorce d'un arbre ou à la fourrure d'un animal, et vraiment sentir que cette main, elle est autant sensible elle est sensible dans les deux sens, quoi. Tout le temps, elle sent et elle est sentie. Elle reçoit du coup l'information même d'être sentie. Et donc vraiment sentir ce lien permanent et cet échange permanent
d'affects et d'informations qui sont là à travers tout notre corps. Puis je dirais qu'il y a pour moi une dimension hyper importante aussi à cette interdépendance qu'on sent dans beaucoup de pratiques, c'est celle de la vulnérabilité. Et quand on va toucher alors à toutes les émotions qui sont liées à l'état de la planète ou autres, que ce soit à deux, à quatre, en grand groupe, etc., on va vraiment sentir à quel point on est une espèce grégaire et à quel point on active notre empathie, notre sensibilité à ce que les autres vont dire, qui va venir résonner chez nous, tous les effets miroirs, mais qui ça va au-delà des effets miroirs, etc., etc. Et du coup, vraiment aussi de refaire cette expérience qui est dingue. On oublie, nous, on a tous ces biais cognitifs des personnes qui sont dans un milieu depuis longtemps, c'est qu'on oublie à quel point ce qu'on propose à certains moments est complètement nouveau pour d'autres personnes. Et moi, un témoignage qui m'étonne toujours dans les ateliers, notamment Travail qui relie, c'est les personnes qui disent c'est la première fois qu'on m'écoute sans m'interrompre. Pendant 2 minutes et demie, hein, pendant les phrases ouvertes, par exemple, une pratique simple, je suppose qui sera présentée à d'autres moments du sommet, mais donc une personne parle et l'autre écoute simplement, sans interrompre, sans réagir. C'est pas de l'écoute active, on ne reformule pas, c'est juste totalement de l'écoute. Et ça, de faire ressentir ce lien déjà entre humains, et je pense qu'on peut l'étendre au fur et à mesure dans des pratiques sauvages d'exploration du dehors, de la forêt, etc., à vraiment justement ce lien avec les autres humains. Donc pour moi, réciprocité et vulnérabilité vont vraiment être des expériences très fortes par rapport à la question de l'interdépendance. Super. Ouais, je me permets un petit retour dans la forêt, du coup, avec ce que Vincent vient de raconter. C'est que pour moi, graduellement, je me suis rendu compte à quel point il y avait une expression typique de notre société, c'est d'aller se promener seul en forêt. Et en fait, aller se promener seul en forêt, c'est aller se promener au milieu d'une tribu d'arbres et de millions d'autres êtres. Et ça, c'est aussi une forme de pratique, mais qui recoupe complètement les deux pratiques que Vincent vient de partager. Voilà, c'est redécouvrir à quel point nous sommes dans un monde surhabité et que aller seul en forêt, c'est aller momentanément seul humain connecté directement à un autre humain, sachant qu'on reste connecté aux autres humains même quand on est en forêt. Mais voilà, c'est une expression très, très typique de notre culture et de l'illusion dont parlait Vincent, de l'illusion de la déconnexion. Oui, j'avais juste oublié, il y a aussi, est-ce que vous avez déjà parlé, je sais que les enregistrements sont déjà faits, donc je fais une petit tour de passe-passe, mais est-ce que vous avez déjà parlé du jeu des systèmes avec quelqu'un d'autre pendant le sommet? Non, du tout. Alors ça, c'est quand même assez génial pour faire sentir ça. Donc c'est une pratique de Johanna Messi qui est dans son livre Éco-psychopratique et rituels pour la Terre. Le principe est simple, on demande à un groupe de commencer à se déplacer dans l'espace et chaque personne choisit 2 autres personnes, A et B, et essaye tout le temps de rester à équidistance de ces personnes-là. Donc, elle regarde tout le temps pour essayer d'être à équidistance. Mais personne d'autre ne sait qui elle a en tête. Et donc, tout le monde a choisi son A et son B. Personne ne sait qui est choisi par qui. Et du coup, ça va faire sentir le fait que le système, c'est dynamique et c'est tout le temps instable, puisqu'il y a une règle principale, mais qui fait que dès que moi, je vais me rapprocher de A, eh ben, une autre personne pour qui je suis A, par exemple, va devoir se réajuster, ça va faire des réajustements constants. Et on va devoir bouger tout le temps. Puis voilà, c'est tout un jeu autour de ça, on va donner quelques consignes. Et à la fin, dans le débrief, on pose cette question, est-ce que c'était un système ouvert ou fermé? Et qu'est-ce qui est nécessaire à ce système pour exister? Et puis là, il va y avoir toute une série de prises de parole. Et en général, arrive, ou alors il faut le stimuler en tant qu'animateur, le fait que pour que ce système puisse vivre, il a fallu de la lumière, il a fallu de l'oxygène, il a fallu de la nourriture, parce que tous ces êtres-là, ils bougeaient grâce à toutes des composantes du système qu'on n'aurait pas inclus intellectuellement à ce moment-là dans sa définition. Et donc, les systèmes fermés n'existent pas. C'est vraiment une super belle façon de le faire vivre et de le sentir. Donc, référence, je ne sais pas c'est quel numéro de page, mais c'est pas grave. Ouais. Et moi, je rajoute sur cette pratique, on peut la pousser, elle amène aussi la notion d'émergence. C'est à un moment donné, on donne la consigne que quelqu'un va se laisser tomber par terre. Et du coup, toutes les personnes connectées à cette personne A, B, etc., vont se laisser tomber par terre. Et à toute vitesse
évidemment, tout le monde va tomber par terre, sauf rare exception, on a éventuellement 2 sous-groupes qui se sont formés. Ça peut arriver, mais personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Et puis, même chose, après, quand il y en a un qui se relève, alors on en fait relever un autre, et ça se relève à toute vitesse. Et pour montrer comme ça les virages de système, c'est assez puissant aussi de le vivre dans son corps et de le voir autour de soi. Petite rajout. Du coup, je vous remercie parce que ce que vous êtes en train de poser, c'est vraiment refaire vivre par l'expérience, par l'action. On est vraiment dans... Alors, moi, je vais piocher dans mes théories en psycho, mais les théories de l'inaction de Varela, on est vraiment dans refaire vivre l'action pour aider à faire bouger des paradigmes, les croyances, ce que tu posais, Vincent, aussi, ce qu'on se raconte, nos histoires, tout ce qui est imprégné dans notre inconscient. Mais j'aimerais savoir, parce que c'est ce qui m'interroge, là, on met en avant ce qui est bon pour nous en tant qu'humains, c'est-à-dire nous aider, nous, humains, à comprendre à quel point c'est important pour nous de redévelopper la conscience de l'interdépendance. J'aurais envie de savoir qu'est-ce qui nous aide, nous aussi, en tant qu'humains, à redévelopper la conscience du prendre soin des autres vivants. En quoi prendre conscience aussi de cette interdépendance nous aide à voir les effets que ça a sur les autres vivants. Parce que c'est aussi ce lien dans l'écopsychologie. C'est reprendre soin de soi, mais aussi pour reprendre soin du vivant plus largement. Est-ce que vous avez des techniques ou des faits pour illustrer ça? Vincent, je sais que tu voulais aller sur le Caire, donc vas-y, démarre-toi cette fois-ci. Oui, pour moi, le cœur, en fait, c'est quasi comme si tu posais la question de à quoi sert l'écopsychologie quand tu dis ça. Oui, presque, sauf que je l'ai posé autrement. En disant, bah oui, évidemment, ça nous sert à nous pour notre santé psychique, mais ça sert aussi à la santé du reste de la toile du vivant. Donc, évidemment, pour moi, la réponse à ça, elle est vraiment dans le sentiment de familiarité et dans l'ouverture aux affects, puisque c'est quand même un des postulats pour nous en tant qu'écopsychologue, c'est que l'information ne suffit pas, le côté cognitif ne suffit pas, même si on sait hyper bien, par exemple, que telles espèces animales vont dépendre de notre taux d'habitabilité sur un territoire et donc on est en train de prendre la place des autres mammifères, même si on le sait, ce qui va nous faire bouger dans la notion du care, c'est notre empathie, c'est notre envie de prendre soin, et cette envie de prendre soin, elle passe quand même principalement par un sentiment de familiarité. C'est vraiment cette notion de rendre famille le reste du vivant. C'est quand même beaucoup plus dur pour moi de ne pas prendre soin. Je vais prendre un exemple très personnel. J'ai un membre de ma famille qui est diagnostiqué bipolaire. Je vais prendre soin de lui, c'est quelqu'un d'important pour moi, et pour autant, même si j'ai cette notion de me rendre compte que c'est hyper important d'être dans une dimension de soin, d'ailleurs c'est réciproque, hein, voilà, c'est une belle façon d'illustrer aussi, c'est pas du tout que dans un sens. C'est pas pour ça que je vais aller prendre soin de toutes les personnes bipolaires dans le reste du monde non plus, même si c'est quelque chose que je sais être important. Mais le fait qu'il soit un membre de ma famille et qu'il y ait cette proximité de lien entre nous, fait que je vais quand même avoir tendance à prendre soin plus de lui que d'autres personnes autour de moi, quoi. Et donc, c'est vraiment de faire sentir cette dimension de famille, que les êtres vivants, les autres animaux, mais aussi les végétaux, deviennent de plus en plus des cousins, des cousines, des frères, des sœurs, pour que cette dimension du prendre soin qui est particulièrement développée dans notre espèce, elle n'est pas uniquement, mais ça, je laisserai Gauthier aller sur ce terrain-là, soit vraiment activé. Et pour ça, c'est vrai que quand même, il y a quelque chose, là je vais le redire en tant que psy aussi, mais il y a quand même quelque chose de fabuleux dans notre capacité d'empathie en tant qu'être humain, et qui, je pense, peut vraiment se développer pour d'autres. Alors, je vais commencer par pour d'autres. Pour d'autres, c'est le paradoxe du chasseur-cueilleur. C'est un anthropologue, c'est Charles comment encore, Gauthier? Steppenov. Charles Steppenov, un anthropologue assez génial, qui est dans la lignée de Descola et tout ça, et qui a beaucoup étudié notamment le chamanisme mongol, mais voilà, plus que ça. Il parle du paradoxe du chasseur-cueilleur, c'est que l'être humain n'étant pas à la base un prédateur doté d'énormes capacités physiques, etc.,
On va souvent mettre en avant que ce qu'il a réussi dans son évolution à créer, c'est la coopération, c'est le chasser ensemble. C'est même pas le seul à savoir faire ça. Les loups font ça extrêmement bien aussi. Mais autre chose qu'il aurait développé, et je suis sûr que c'est pas du tout le seul non plus à l'avoir développé, c'est la faculté à se mettre à la place de la proie, à sentir. C'est Morisot qui va, avec toute la thématique, d'être sur la trace d'eux. C'est vraiment être un pisteur, quoi. Et le fait de sentir sa proie va créer un paradoxe, c'est que du coup, je vais rentrer en empathie avec elle. Donc, je vais chasser pour manger ou pour me nourrir, et en même temps, je vais être en empathie. Donc, le fait de chasser à cet endroit-là ne pourrait devenir qu'un acte sacré, puisque j'ai conscience de prendre la vie d'eux. Donc, ça, c'est un peu voilà, le paradoxe du chasseur-cueilleur de Charles Stepanov, qui pour moi est vraiment intéressant. Et c'est vrai que cette capacité d'empathie, où on sait que chez l'être humain, c'est notamment permis avec les neurones miroirs, elle est exceptionnelle au point que quand, par exemple, on regarde une violoniste jouer, les zones cérébrales comme si on jouait du violon s'activent dans notre cerveau. Et donc, quand on va être face à quelqu'un qui va partager son vécu émotionnel, ou quand on va être vraiment dans la contemplation d'un être vivant, pour moi, nos zones cérébrales du comme si on était cet être vivant, ou comme si on pouvait ressentir ce qui vivait là, s'activent. Et je pense que ça va vraiment bien au-delà de l'humain. Et c'est toutes ces expériences-là qu'on peut vraiment faire ressentir dans le fait de faire vivre un lien, par exemple avec la pratique de la réciprocité dont on parlait tantôt, de David Abraham, etc., et puis d'utiliser alors notre faculté à nommer et à nommer en groupe. C'est-à-dire que déjà nommer seul, comme on est des êtres qui fonctionnons aussi avec du récit et du sens, le fait de nommer à voix haute mon expérience, elle va s'inscrire beaucoup plus à l'intérieur de moi, ma mémoire, etc., etc. Mais le fait de la nommer en groupe et d'avoir les effets miroirs du groupe, alors elle va prendre encore une toute autre dimension et elle va pour moi devenir vraiment transformatrice. Et là, on n'est plus du tout dans uniquement de l'information. On a l'information, elle est essentielle, on a besoin de tous les apports scientifiques, mais on va les faire sentir dans les corps et les faire ressentir dans les cœurs. Qu'est-ce que ça me fait ressentir comme émotion? Et puis les faire déployer dans la co-empathie du groupe, quoi, dans tous les effets, et du coup lui faire prendre en plus encore une dimension de normes sociales. Et je pense que là, on est vraiment dans le déploiement de l'écopsychologie pour faire sentir cette codépendance, cette interdépendance, et du coup activer l'envie du prendre soin. Okay. En sachant que du coup, ces neurones miroirs, on les retrouve aussi dans d'autres espèces. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais, c'est pas du tout que propre à l'humain. C'est ça, oui. Et justement, est-ce que Gauthier, tu peux nous expliquer un peu si, vu qu'on retrouve ça chez d'autres espèces, quelle autre espèce déjà, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur... Et j'ai envie de garder la connexion aussi justement entre les humains et les autres. Donc, je vais y venir à ta question, mais je vais y arriver. D'abord, j'avais envie de rebondir encore sur cette question de l'empathie qu'on peut avoir dans certaines pratiques d'écopsychologie et qu'on utilise aussi dans le travail qui relie, de partage, par exemple, de partage d'expériences douloureuses, donc qui sont partage de nos vulnérabilités et tout ce que ça peut provoquer. Et moi, la chose que je ressens beaucoup dans ces moments-là, c'est à quel point toutes les histoires, justement, qu'on s'était construites sur ces personnes en général qu'on ne connaît pas, et que dans nos réflexes culturels auxquels on attribue des positions sociales, il fait ci, il fait ça, il a tel âge, il a telle expérience, et tout d'un coup, oups, tout ça s'écroule, et il ne reste plus le fait que nous sommes des humains qui résonnons entre nous, résonnons au sens du violon de tout à l'heure. Et donc ça, c'est vraiment l'apport d'entrée, effectivement, pour être dans le soin. Parce qu'à ce moment-là, c'est là qu'on a ce sens de la famille dont Vincent parlait il y a un instant. Et puis, si on étend ça aux autres espèces, justement, mais d'abord dans notre relation aux autres espèces, c'est de nouveau pour moi je dirais une imprégnation culturelle dont on a intérêt, je pense, à se défaire, qui est que, en gros, nous sommes des sujets et toutes les autres espèces sont des objets. Ça, c'est quasiment ce qui est posé au départ. Alors, il y a des exceptions. Les chiens et les chats, on veut bien quand même sentir qu'ils sont un peu plus que des objets. Mais très vite, quand on s'éloigne, ça devient le traitement
de nos animaux, enfin de l'élevage intensif, de la chasse. Et là, je suis encore qu'aux animaux. Et alors, une fois qu'on passe aux plantes ou aux champignons dont on ne parle jamais, ou aux bactéries qui sont berces uniquement des donneuses de maladies, là, c'est quasiment la catastrophe. Et les autres, dans la plupart des autres cultures, sous différentes formes d'ailleurs, hein, pour aller revoir de nouveau les classifications de Descola, il y a en tout cas prendre les autres espèces au sérieux en tant que sujet. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement en tant que sujet exactement les mêmes que si c'était des sujets humains, mais en tout cas en tant que sujet. Et ça, de nouveau, par rapport aux soins, évidemment, ça change tout. Si je vais dans mon jardin en considérant que les arbres sont du mobilier urbain, ou si je vais dans mon jardin en allant régulièrement sentir et rencontrer l'arbre à la façon que Vincent a expliqué là, avec la pratique de David Abraham, eh ben, sur le soin, ça change évidemment tout. Et donc, quand un arbre est malade, je ne vais pas vite le couper pour qu'il ne rende pas les autres malades. Je vais au contraire voir si je peux le soigner, voir ce que je peux faire pour lui, l'écouter, etc. Donc ça change vraiment toute la relation. Alors, ça nous ramène à justement cette capacité de soin de notre espèce qui est effectivement quand même, je ne vais pas dire hors norme, parce que c'est dans un continuum, dans le vivant, on est toujours dans un continuum, mais on fait partie des espèces où l'éducation, la transmission culturelle, justement, est importante. Ce n'est pas du tout la seule, hein. Il y a beaucoup d'espèces qui ont absolument besoin de cette transmission culturelle pour pouvoir vivre normalement la génération suivante. Hein. En biologie, la culture, c'est tout ce qui est transmis autrement que par la génétique, justement, que par la biologie. Hein. Donc, c'est un sens un peu plus large tel qu'on l'entend généralement. Et donc, effectivement, on est une espèce où cette éducation est particulièrement longue. Donc, des espèces où le bébé est très vulnérable et a besoin de toute cette éducation, il y en a énormément, hein, même chez les oiseaux, il y a énormément d'oiseaux qui sont complètement vulnérables à la sortie de leur œuf et donc qui ont absolument besoin de la cohésion d'un groupe. En l'occurrence, là, c'est souvent 2 par an, mais il y a même des espèces coloniales aussi qui ont besoin de toute la cohésion d'un groupe et que ça ne soit pas un groupe où on se tape dessus. Mais chez les humains, cette période de soins est particulièrement longue. Hein. Alors de nouveau, ça dépend d'une culture à l'autre. Chez nous, on aurait tendance à penser que c'est plus d'une vingtaine d'années, mais strictement, on n'a pas nécessairement besoin de 20 ans pour apprendre à être autonome à l'intérieur d'un groupe, donc à être interdépendant. Quand même. Et alors, pour penser à d'autres espèces qui auraient des approches similaires, typiquement, dans les mammifères, effectivement, on se tourne vers les autres gros cerveaux. Il y a les cétacés. Dans les cétacés, la transmission culturelle est absolument énorme. Chez les cétacés, on a d'ailleurs des bonnes raisons de croire. Il y a ce fameux test du miroir qui permet de montrer la conscience de soi, mais quand on a conscience de soi, on a conscience des autres aussi. Chez d'autres grands primates, notamment les chimpanzés, là, ça va même au-delà, c'est qu'on montre aussi qu'ils peuvent mentir et à quel point le mensonge pour eux, et le mensonge, comme ça fait pas très rigolo dit comme ça, mais ça démontre surtout la capacité à pouvoir se projeter dans la tête de l'autre. Hein, du genre, j'ai caché de la nourriture, hein, c'est ce que explique Franz de Waal, j'ai caché de la nourriture et je fais comme si de rien n'était quand je m'apprêtais à aller dans ma cage de nourriture et en fait, je sais que l'autre ne peut pas la voir, donc je fais comme si de rien n'était. Par contre, si je sais qu'avec son autre angle de vision, il va le voir, là, je cours vite pour aller la rechercher, quoi. Donc cette capacité à se projeter, elle n'est pas seulement chez nous. Il y a les éléphants aussi, hein, qui sont aussi une espèce à très très grande, à la fois grande longévité, avec des capacités de mémoire absolument incroyables, et dont ils ont besoin, qui vivent en tribu de chasseurs-cueilleurs, hein, moi j'ai envie de le dire comme ça, souvent sous le leadership, et je dis le leadership, pas la direction hiérarchique, mais sous le leadership souvent des vieilles femelles qui sont celles qui ont le plus d'expérience, et qui donc prennent soin de tout le groupe, qui savent où sont les points d'eau lors des saisons sèches les plus sèches, justement, les derniers points d'eau, etc., etc. Donc voilà, là-dessus, on pourra en dire, on pourra en raconter plein, mais c'est juste, moi, de nouveau, j'ai envie qu'on se rappelle que
que tous ceux-là sont des membres de notre famille, quoi, on est issus de la même histoire, on est traversé par les mêmes mécanismes profonds, notamment les neurones miroirs qui ont été mentionnés, mais bien d'autres aussi, des tas de mécanismes physiologiques. Et donc, on devrait cesser de s'étonner des ressemblances qu'il peut y avoir entre nous et d'autres espèces. Moi, il y a un terme moi, qui peut m'énerver très souvent, et je ne suis pas le seul, qui est cette notion de attention de ne pas faire de l'anthropomorphisme. Sur un arbre évolutif, de faire de l'anthropomorphisme avec des chimpanzés ou des dauphins. Les dauphins, c'est nos voisins de palier comparés aux méduses, aux mousses ou aux bactéries. Donc, ne pas faire d'anthropomorphisme est même un peu stupide. Il ne faut pas s'y enfermer, mais évidemment que ça a du sens de se dire ah ben peut-être qu'en fait, quand je fais ça, je fais la même chose, quoi, hein. Je termine avec cet exemple d'un article, c'est Franz de Waal qui raconte ça, d'un article qu'ils avaient écrit sur la réconciliation chez les chimpanzés et où ils ont dû changer le titre 5 fois avant qu'il ne passe, et ça a terminé en comportement détendu post-agonistique. Enfin, c'était une façon de dire qu'il était tout à fait possible que ça n'avait aucun rapport, qu'ils se donnent des grandes claques dans le dos après s'être disputés, que peut-être qu'en fait, ça n'avait rien à voir, quoi. Donc, ça c'est les biais du non-anthropomorphisme. Justement, là, c'est sympa que tu prennes cet exemple parce que il me semble aussi que Franz de Waal, dans un de ses livres, il décrit deux mécanismes, c'est-à-dire l'anthropomorphisme et l'anthropodénie, et qui dit qu'il faut en fait être dans le faisceau entre ces deux-là pour être bien, dans une bonne compréhension, je veux dire. Et donc, c'est un peu ce que tu expliques, quoi. Et j'aimerais juste revenir un petit peu sur justement l'empathie, ces neurones miroirs, on l'a vu, l'empathie. Et là, je pense que ça sera une question pour toi, Vincent. On parle donc en ce moment, en tout cas, un des gros trucs qu'on voit en pathologie, c'est aussi les burn-out là, et surtout les burn-out via l'empathie, les épuisements notamment avec les personnels soignants, etc. Parce qu'il y a un trop d'empathie. Et toi, tu viens de nous dire que on utilise aussi l'empathie dans cette reconnexion au sensible, au vivant. Justement, comment faire la différence entre ces deux types? Une empathie qui vient nous épuiser et finalement une empathie qui vient nous restaurer, nous remettre vivants. Ouais, c'est une bonne question. Elle est très bien. C'est intéressant que tu reprennes. Le burn-out, c'est vrai qu'au tout début, il a été vraiment défini. La première personne qui a parlé de burn-out, c'était pour parler des infirmiers et des infirmières. Et ce qu'il disait, c'était qu'une des composantes essentielles du burn-out, c'était l'aspect mission du métier. Et puis après, on a étendu le burn-out, et puis maintenant, il y a toutes les autres classifications aussi. Mais en tout cas, il y avait vraiment cette dimension de... Alors, est-ce que vraiment le problème, c'est le trop d'empathie? Est-ce que c'est là que ça se joue, ou est-ce que c'est plutôt le manque de... Enfin, dans le cadre, je veux dire... En fait, je sais par où je vais le prendre. En fait, la question, elle est géniale, parce que on confond pour moi, de nouveau là, l'individu et le structurel. Tu vois, c'est comme si on disait, est-ce que le problème, c'est d'être sensible dans cette société-ci? Ben non, le problème, c'est pas la sensibilité. Le problème, c'est que la structuration sociale ne permet pas à cette sensibilité de se déployer dans une forme de bienveillance et de pouvoir s'offrir au monde. Donc, pour moi, le problème du personnel soignant n'est pas d'être trop empathique. Le problème du personnel soignant, c'est qu'ils sont pas assez nombreux, ils manquent de moyens, ils peuvent pas rentrer chez eux et fermer le sas. Donc, le problème n'est pas leur qualité qui fait d'eux à la base des soignants. Le problème, c'est qu'ils n'ont ni les supervisions, ni l'entourage, ni les moyens structurels de bien faire leur boulot. Et justement, la société libérale et capitaliste va essayer de se dire, ah ben, ce qu'on doit faire, c'est accompagner le personnel soignant à être moins empathique. C'est pas vrai. Ce qu'on doit faire, c'est leur donner des sous. Et c'est de pouvoir former beaucoup plus de personnel soignant. Et le care, c'est une dimension qui est profondément politique. C'est pas du tout une dimension qui n'est que psychologique et individuelle. C'est vraiment une politique du care, une philosophie du care. C'est vraiment sur quoi on va mettre et à qui on va donner les moyens et sur quoi on va mettre l'essentiel des moyens en termes de choix de société. Donc je pense que là, c'est encore un bel exemple de ça. Dans
dans un texte qui est en cours d'écriture, on parle aussi avec Nathalie et Michel Maxime de cette question justement de l'hypersensibilité. Pour moi, c'est une question qui est super intéressante parce que dans nos groupes, alors je dis nos groupes, je veux parler là, les mouvements de la transition, le travail qui le grille, les gens qui vont dire dans les parcours ECOPSI, etc. On va avoir beaucoup de personnes qui vont parler de l'hypersensibilité. Pour moi, il y a une question fondamentale à se poser, c'est vraiment quel est le phénomène culturel qui est derrière cette hypersensibilité? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'hypersensibilité? Alors oui, apparemment, il y a des comportements neurologiques, il y a des schémas, ben ça, Emmanuel peut en parler beaucoup mieux que moi. Et à la fois, on sait aussi que le cerveau continue à bouger tout le temps, à être plastique, que ça évolue d'une génération à l'autre, etc. Donc, est-ce qu'on va encore parler longtemps d'hypersensibilité ou est-ce qu'on va parler d'hyposensibilité, qui est pour moi une pathologie culturelle et pas l'hypersensibilité, une différence individuelle? On va regarder ça encore autrement. Est-ce qu'on doit accompagner encore tous les enfants à s'hyper-adapter à une société qui ne permet pas ce déploiement-là, des différences à l'intérieur du groupe dans une optique d'interdépendance? Ou est-ce qu'on va reconnaître qu'en fait, on construit des couches entre nous et notre sensibilité à travers toute une série de mécanismes, dont ceux des dépendances et des déviations, c'est-à-dire la déviation de la sensibilité à travers, par exemple, la fiction. Moi, je suis un grand dépendant des fictions. J'ai un grand besoin de science-fiction, etc. Mais en même temps, j'ai une grande conscience que c'est une partie pour dévier ma sensibilité dans des mondes imaginaires, parce que sinon, c'est trop compliqué pour moi d'être tout le temps dans ma sensibilité avec le monde qui est là autour de moi. Et donc, une bonne façon de faire, c'est d'avoir cette sensibilité canalisée sur des personnages qui, je sais, n'existent pas quelque part. Ils existent, mais pas totalement. Mais c'est une déviation. Je pense qu'on a vraiment... parce que c'est très difficile de vivre au quotidien avec cette sensibilité-là. Et pour moi, cette difficulté-là, elle n'est pas individuelle. C'est une difficulté systémique et sociétale. Je te remercie, Vincent, de le poser tel que tu viens de l'énoncer, parce que c'est peu dit. Et qu'effectivement, je me mets rarement en avant, mais je travaille beaucoup sur le burn-out, les hauts potentiels intellectuels et les hypersensibles. Et on parle peu de l'hyposensibilité. Et j'en sais aussi quelque chose parce que j'ai mon beau-fils qui est autiste, donc j'ai découvert aussi ce qu'était l'hyposensibilité et toutes ces variations de sensibilité. J'avais l'impression, chez l'espèce humaine, d'avoir plein de sous-variétés avec ces critères, justement. Et on rencontre vraiment de plus en plus de personnes qui sont dans l'hyposensibilité. Il y a un réveil, c'est-à-dire que quand on vient retravailler ce que vous avez énoncé tous les deux, Gauthier et Vincent, par des pratiques, revenir sur reconnecter à sa sensibilité, à son pôle émotionnel et réapprendre à être empathique sans en avoir peur. On se rend compte que les gens sont sensibles. Donc, je suis d'accord, c'est énorme ce que tu viens de poser là. Et dans le burn-out, oui, il est question d'aller apprendre. Tu parlais de familiarité, moi je pense de reconnaître en fait. Voilà, de reconnaître qui on est et de reconnaître ce qui se passe sur le plan structurel et comment elle est bougée en fait, cette structure, pour pouvoir prendre sa place en fait. Tout est cette histoire aussi d'aller prendre sa place dans sa forêt, même en étant hypersensible si c'est le cas, pour oser aussi porter la voix et faire bouger les choses. Les hypersensibles ont aussi cette modalité-là, on le voit avec les crieurs d'alerte depuis plus de 20, plus de 30 ans. C'est des gens qui ont cette qualité d'hypersensibilité et qui ont une fonction importante dans le groupe qu'il faut aussi reconnaître. Et pour ça, il faut aussi qu'ils prennent leur place en expliquant en quoi ils sont essentiels dans le groupe. J'ai juste du coup envie, merci beaucoup Emmanuel, de rebondir quand même. Pour moi, il y a une dimension qui est chouette. Je pense que nous, on peut amener en tant que clinicien, que thérapeute, etc. C'est cette question de la distance et qui rejoint ce que Gauthier et Johan, vous disiez tantôt, de la différence entre l'anthropomorphisme et l'anthropodénie. C'est vraiment à quel moment mes capacités d'empathie deviennent une vérité que j'ai sur l'autre. Si à un moment je suis sûr uniquement de ce que je vais me raconter, de ce que pense l'autre, alors peut-être je fais une forme d'anthropomorphisme qui devient pathologique, qui va trop loin, parce que je laisse plus de place au doute, je laisse plus de place à la parole de l'autre. Et cette parole-là, elle est chez les êtres autres vivants, elle n'est pas que chez les humains. C'est-à-dire, ok, je peux me dire, tiens, ça c'est peut-être un rite funéraire en fait que sont en train de vivre les éléphants, ou tiens, cette façon de prendre soin,
chez les bonobos, peut-être que ça va au-delà de ce que j'aurais pensé au départ, parce que j'observe et que je peux me mettre à leur place, et en même temps, je vais au point de l'observation où je peux aussi être déstructuré dans ma vérité intérieure. On sait en tant que thérapeute que c'est hyper important de pouvoir formuler des hypothèses à partir de notre empathie, notre capacité à sentir l'histoire de l'autre et les aspects cachés, voilés, non dits de son histoire, de faire du lien, et en même temps qu'on est peut-être totalement en train de se tromper parce que c'est peut-être de la projection. Donc moi, je ne pense pas que la question, le problème soit vraiment l'empathie, c'est avec quoi on la complète, dont le doute, la capacité de l'esprit critique, et puis le regard sur soi, et puis en tant que professionnel, l'intervision, la supervision, qu'on va repartir dans la codépendance en fait. On a besoin du groupe, on a besoin de l'intersubjectivité, mais surtout pas de se couper de sa subjectivité, on a besoin de la croiser avec celle des autres. Gauthier, tu voulais prendre la parole tout à l'heure? Oui, j'avais deux zones différentes. D'abord, je voulais juste rajouter quelque chose dans lequel je suis vraiment pas spécialiste, mais que j'ai croisé il n'y a pas longtemps dans des lectures de Mathieu Ricard, qui fait la différence, mais peut-être qu'Ilios en a parlé, je ne sais pas, il fait la différence entre la compassion et l'empathie. Et justement, dans ce que peut avoir d'envahissant l'empathie, quand on rentre trop dans l'empathie, je parle à sa place, hein, je ne dis pas que je suis nécessairement aligné, versus la compassion. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que apparemment, ils ont pu mettre en évidence que ce n'étaient pas les mêmes circuits du cerveau qui se mettent en place suivant qu'on se mette en position de compassion, en position d'empathie. Donc ça, c'était une petite chose que je voulais poser, mais qui, en même temps, je résonne très fort à ce que dit Vincent par rapport à la composante structurelle autour. C'est la même question qui se pose avec l'éco-anxiété. Voilà, est-ce que c'est des malades qu'il faut traiter ou bien est-ce que c'est des symptômes d'une société malade? Je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur la réponse à cette question. Et alors, l'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est la question de l'hyposensibilité. Et moi, je pense qu'effectivement, nous sommes dans une société qui pousse à l'hyposensibilité, que c'est de l'hyposensibilité acquise. Et il y a un exemple que je voulais donner qui concerne nos enfants, nos plus jeunes, à Vincent et moi. Depuis 1 an et demi, on est lancé dans une aventure, je vais le nommer comme ça, qui est une école dans les bois qui se passe ici, juste à côté de chez Vincent, pour le coup, dans la forêt à côté de chez Vincent. Et moi, ce qui me frappe en 2 ans d'observation des enfants, donc il y a une douzaine d'enfants de 1 an et demi à 7 ans, c'est à quel point, justement, chez eux, on n'a pas cassé leur sensibilité. C'est-à-dire que quand on rentre à l'école, quelle que soit l'école, même avec une pédagogie alternative, on doit arriver tous les jours à la même heure. Donc, on doit se lever tous les jours à la même heure. Ça ne dépend pas que de l'école d'ailleurs, hein, ça dépend du boulot des parents. On ne peut pas, on peut plus écouter ses besoins. Ça, c'est de la sensibilité quand même. Donc, quand on a faim, ce n'est pas le moment de manger. Quand on doit faire pipi, il faut demander. Quand on veut jouer, quand on veut dormir, quand on veut courir, quand on veut aller casser des bâtons. Voilà, tout ça est cadenassé et graduellement, on nous hyposensibilise. Et en plus, on est tous passés par là. On est tous passés par là et c'est le Graal ultime, c'est d'amener cette super scolarisation jusqu'au fin fond de la dernière forêt tropicale, sans, me semble-t-il, réaliser cet aspect-là. Je ne dis pas qu'il n'y a rien de bon dans la scolarité, mais ce truc-là, c'est quand même un gros problème. Et c'est un gros problème dans notre époque où nous devons absolument retrouver cette sensibilité et soit la retrouver pour ceux à qui on l'a retirée, soit la laisser s'épanouir pour les enfants qui arrivent et qui en plus, alors ça c'est du feeling total, je n'ai pas des statistiques, mais moi j'ai quand même l'impression, est-ce que c'est culturel dans nos milieux ou est-ce que c'est même, ça traverse toute l'espèce, que les enfants qui arrivent sont encore plus sensibles, que presque que chaque génération qui arrive est un peu plus sensible que la précédente. Mais là, j'aurais presque envie de définir la sensibilité. En fait, la sensibilité, c'est la capacité à sentir notre interdépendance et à vivre notre interdépendance. Et à partir de là, on se dit, oui, ce serait quand même bien qu'on change nos schémas, tous les schémas culturels et collectifs qui poussent à l'hyposensibilité pour, au contraire, laisser la sensibilité et l'interdépendance se redéployer complètement. Complètement. Alors, c'est marrant ce que tu dis parce que, enfin, c'est marrant. Je veux dire, ça me fait penser que la dernière fois, j'ai ma mère, je n'ai pas encore d'enfant,
Donc, je vais parler au nom de ma mère qui m'avait fait cette remarque qui était assez intéressante parce que donc elle a des petits-fils, quoi. Et elle me disait, on est les premières années là, de la vie où l'enfant commence à marcher, on est tout foufou, les parents sont tout foufou, et dès qu'il a vraiment commencé à marcher, tout ce qu'on veut, c'est qu'il s'assoie et qu'il se calme. Et du coup, et du coup, elle me disait, il y a vraiment deux trucs. On est hyper enthousiaste à l'idée et on le pousse même à vouloir marcher au début. Et puis après, tout ce qu'on veut, c'est qu'il soit tout seul. Enfin, qu'il soit pas tout seul, mais qu'il ne bouge plus, qu'il soit immobile. Et donc, ça me fait penser à ce que tu dis, en fait, finalement, Gauthier. Notre culture, cette idée qu'on se met, enfin, ce récit qu'on se donne, ça doit être cadré. Et du coup, ben, tout ce qui est cadré est finalement un peu isolé et isolable d'une certaine manière. Donc, on enlève cette idée d'interdépendance, cette idée qu'on a besoin, voilà, des uns et des autres. Et justement aussi, j'avais envie d'emmener cette dimension, et ça reboucle un peu sur ce que disait Vincent, avec le contact avec la main de David Abraham, c'est que en fait, on a aussi un besoin de retour sur notre sensorialité, c'est-à-dire tout ce qui nous permet de se baigner dans le monde, et donc de se ressentir cette sensibilité, c'est aussi de se reconnecter à tous nos canaux sensoriels qui nous permettent de ressentir le monde. Alors, ça peut être les canaux sur le corps, hein, les cinq sens, mais aussi ce qui est les sens internes. Mhm. Et je pense que voilà, ça reboucle un peu sur ce que tu disais, Vincent. Je ne sais pas comment ça résonne, si vous voulez rajouter un peu là-dessus. Moi, ça résonne fortement ce que vous êtes en train de poser parce que je le vois systématiquement dans mes accompagnements avec les collégiens, avec les lycéens, d'enfants, de parents qui arrivent là. Je ne parle même pas des enfants qui me déposent des choses toujours mal au cœur, mais de parents qui me disent, mais en fait, je vois bien que mon enfant est sensible, mais il n'y a pas le choix, en fait. Il est dans le collège, donc comment faire en sorte qu'il puisse s'adapter? Waouh! Et c'est quand même fort, c'est-à-dire qu'il y a aussi un engagement parental. On parle des enfants, mais tu vois, vous parlez de cette expérience de l'école dans la forêt, mais il y a aussi tout un désengagement des parents dans l'inscription de ce conscient collectif d'engendrer l'hyposensibilité, qui est quand même juste énorme. Et par rapport à ce que tu posais, en fait, Johan, d'interoception, de proprioception, de nociception qui nous compose, il y a un terme fort, c'est la reconnaissance. Tu vois, tu parlais de familiarité, Vincent, mais moi, je vois, il y a de plus en plus de gens, je vois dans les groupes qu'on anime, qui ont besoin de validité de notre part, de est-ce que ce que je ressens, c'est normal? C'est-à-dire que quand les personnes se redécouvrent dans leur sensibilité, du coup, dans cette interdépendance, est-ce que c'est normal, quand j'ai posé ma main sur l'arbre, ce que j'ai ressenti? Est-ce que c'est normal quand j'ai fait mon petit conte des 5 animaux et que j'ai fait le singe? Tiens, est-ce que c'est normal d'avoir ressenti ce truc-là dans le corps? Et ça, c'est c'est aussi le rôle que l'on a, en fait. C'est de continuer à valider sans aller non plus développer des fantasmes. D'accord? C'est revenir aussi sur de l'inscription, comme tu le posais, Gauthier, sur de la connaissance, redévelopper l'observation, comme l'expliquait Morisot. Mais c'est ça que j'entends, en fait, qui se tisse dans cette conversation, dans cet échange ensemble sur l'interdépendance. Vas-y, Vincent. Non, non, mais je trouvais ça intéressant que tu utilises le terme reconnaissance parce que la connaissance, c'est naître avec, et la reconnaissance, il y a le c'est-à-dire il y a juste le retour à naître avec, quoi. Et donc, cette importance du groupe et de la validation par l'autre. Il y a une philosophe, Isabelle Stengers, à l'Université de Liège, qui travaille la relation, notamment le dépassement du dualisme humain-nature avec ses étudiants, et qui dit qu'une des pratiques les plus fortes qu'elle a, c'est simplement, enfin, je crois, ce que je suis en train de mettre dans sa bouche, quelque chose qui m'a été ramené par quelqu'un d'autre. Donc peut-être, je me suis désolé, Madame Stenger, si c'est pas de vous dont il s'agit. Bref, il y a une prof en philo quelque part qui dit que c'est vrai que c'est une des pratiques qu'on a aussi en travail qui relie, hein, c'est juste de faire parler de certains souvenirs de ce qu'on a vécu en rapport avec le sauvage, en rapport avec un arbre, ouais. Et c'est juste le fait de pouvoir valider par les autres cette expérience, c'est absolument essentiel, c'est absolument énorme.
Et je pense que ça nous ramène en tant qu'éco-psychologue vraiment tout le temps à cette question du projet politique, de l'éco-psychologie, à son aspect engagé. On ne peut pas faire de l'éco-psychologie en suradaptant encore un peu plus les êtres humains à une société qui est dysfonctionnelle. C'est le cas normalement, ça devrait être le cas de toute la psychologie, vu notre code déontologique. Après, on sait qu'il y a une partie de pratiques des psys voilà, qui sont dévoyées par le système en tant que tel, peut-être à leur insu. Et je pense que l'écopsie, qui n'est pas du tout le seul courant de la psycho à faire ça, mais doit vraiment reprendre cette place aussi par rapport au milieu psy, de dire, mais attendez, qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait? On est tout le temps en train, nous, d'accompagner les individus à essayer de s'en sortir. Plus ou moins, on est en train de mettre des pansements sur des seaux percés, là où une partie de la réponse, ça ne peut être que la transformation du système et l'engagement à le faire, quoi. Et donc, c'est vraiment hyper essentiel pour nos métiers, pour moi. Oui, et si je peux rebondir là-dessus, pour moi, c'est un vrai souci par rapport aux enfants, non pas aux tout petits, parce que là, on a encore un peu de marge de manœuvre pour inventer autre chose, mais quand effectivement, ce sont des enfants qui sont des ados à l'école, voilà, ça m'arrive régulièrement d'être invité pour aller parler de l'entraide à l'école. Et en fait, moi, je suis toujours un peu mal à l'aise parce que moi, je veux bien aller parler d'entraide à l'école. Et puis après, quand je ressors de la classe, ils font quoi avec ça? Dans un système où ils n'ont pas le droit de faire de l'entraide, où l'entraide s'appelle de la triche, et où les remettre en capacité, les remettre en envie de mouvement, voilà. Et puis la fois suivante, ils vont aller manifester pour le climat et ils vont avoir une retenue la semaine d'après parce que, voilà. Et je trouve ça vraiment compliqué à l'heure actuelle. Dans cette phase justement qu'on a nommée tout au début de l'entretien, dans la phase de la dépendance, c'est les remettre en mouvement quand ils sont vraiment en dépendance, je trouve ça extrêmement frustrant et je me dis même que ça ne doit pas être du tout facile à vivre au moment de cette transition psychologique. Je parle en non-psychologue ici, mais enfin en ayant des ados à la maison. Euh, Devenir ado dans un monde sur lequel on vous prive tout le temps de vos moyens d'action, et voire même quand vous prenez vos moyens d'action, vous prenez soit des jours de retenue, soit des autopompes, soit les deux dans la figure, c'est extrêmement violent en fait. Et c'est extrêmement aussi des injonctions paradoxales. Bougez-vous, mais quand on se bouge, ah non, bougez-vous, mais si possible sans menacer l'ordre établi, quoi. C'est Et ça. donc, je trouve que c'est, voilà, avec des adultes qui viennent spontanément à des ateliers de travail qui relient, tout va bien, hein. On est entre adultes qui pouvons prendre nos responsabilités, ça va. Mais avec des ados, ça pose quand même vraiment question. Bah, du coup, tu vois, ce que tu poses là, Gauthier, et on est tous en train de bricoler, hein, mais c'est ce que je fais, en fait, c'est pas mes ados, hein, c'est pas mes bébés, mais avec mes patients ou les personnes que je suis, c'est obligatoirement, parce que tu l'as très bien posé, Vincent, c'est impliquer la structure. Et la première structure qui est autour des ados, c'est la structure familiale, en fait. Bien sûr. On parle, tu vois, de cette reconnexion à la famille, c'est ce qui se passe. Et tant que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille, tant qu'on n'implique pas les parents à prendre conscience qu'en fait, il faut qu'ils changent leur structure pour pouvoir accueillir le mal-être de l'enfant, qui n'est pas un mal-être psychologique, qui est un mal-être à une réponse à une société qui ne veut pas bouger dans sa structure face à des transformations nécessaires, ça ne marche pas. En fait, on voit des gamins qui s'enfoncent dans des troubles anxieux, dépressifs, et qui développent des pathologies mentales qui ne se seraient pas développées si derrière, les parents et la structure autour auraient pris leurs responsabilités. Et en fait, c'est aussi ça ce que tu posais, Vincent, c'est reprendre notre rôle en tant que thérapeute, mais pas que psy, hein, c'est médecin, c'est accompagnant, c'est d'en prendre soin, c'est aussi accepter d'aller porter une parole et des actions qui ne sont pas encore forcément très popularisées, qui consistent à aller bouger les structures systémiques qu'il y a aussi autour. Et c'est ça qui, en tout cas, pour ma part, je fais avec les ados, parce que sinon, j'ai trop de frustration et je passe mon temps à pleurer. Donc, tu vois, c'est aussi amener les parents à prendre leurs responsabilités autrement que de faire un travail qui relie, revenir à la maison et dire, bon, ben, les enfants... Non, on implique en fait cette structure dans le travail qui relie aussi, tu vois. Il y a, il y a trop de choses, trop de... Pardon, j'ai dit... de questions qui me viennent en fait. C'est chouette. Mais quand j'entends ça, justement, quand on parle d'interdépendance, j'ai envie de dire qu'on sous-entend aussi systémique. On sous-entend voilà, qu'il y a forcément quelque chose de plus complexe, de plus systémique, de plus global. Et donc, j'entends tout ça.
Et il y a un autre truc, moi je suis aussi facilitateur de travail qui relie. Et ce que j'aime bien dire aux gens après, à la fin d'un travail qui relie, c'est justement que en fait, le plus gros du travail, c'est quand on revient dans son quotidien, quand on se réinscrit d'une certaine manière dans quelque chose qui est malade. Et c'est là qu'il y a aussi à regarder l'intérêt de garder ce qu'on a puisé dans le collectif. Et puis bon, voilà, donc ça pose la question, j'ai deux questions. Et donc peut-être une pour Gauthier, une pour Vincent. La première question, ça sera du coup sur le fait que quand on parle d'interdépendance, on parle aussi d'une certaine manière de responsabilité. On vient se re-responsabiliser individuellement, mais aussi collectivement. Et ça peut aussi avoir pas mal de conséquences psychologiques ou autres, hein, cette responsabilité d'interdépendance. Et puis, une autre question qui est un peu en lien, mais un peu plus éloignée, parce que j'ai relu un petit peu le livre, justement, de toi, Gauthier, avec Pablo, de l'entraide, l'autre loi de la jungle, et vous parlez de la démarche biomimétique, et vous dites que ça concerne surtout vous misez tout un petit peu sur la coopération, et que le groupe peut être vu comme un organisme vivant. Et donc, il y a tout un ensemble de jeux, de responsabilités, de choses comme ça. En fait, je voulais un peu savoir comment est-ce que tu peux nous en dire plus, en fait, sur ces mécanismes qui sont dans le biomimétisme, comme ça, entre coopération, le groupe, organisme vivant. Donc voilà, d'une part, la responsabilité due de l'interdépendance, et d'autre part, voilà, c'était la deuxième question. Qui veut commencer? Moi, je vais commencer, d'autant que je vois que Vincent a coupé son micro, donc il doit être occupé. Alors, déjà, je vais préciser tout de suite que d'avoir collé le terme biomimétisme, c'est parce que moi, je viens de là aussi, mais ça n'est pas nécessairement encore très répandu de faire de la coopération biomimétique, même si on en parle de plus en plus. Alors, je dois choisir, hein, donc je vais choisir 2 points sur en quoi en fait observer observer le vivant, j'ai envie de dire, peut nous inspirer en termes de collaboration. Il y a d'abord un terme que j'avais envie de poser qui a été adopté à mon grand plaisir dans l'écosystème du travail qui relie et du parcours Ecopsy. Maintenant, de plus en plus, on ne parle pas seulement de cadre ou plus de cadre. Avec Vincent, on n'est pas nécessairement 100% aligné d'ailleurs là-dessus et c'est très bien. Mais on emploie de plus en plus le terme de membrane, c'est-à-dire de comment on pose la membrane. Et poser la membrane, c'est une métaphore directe avec le vivant, et c'est pour ça que je la mets dans ta question. Une membrane, la caractéristique la plus importante d'une membrane, donc il y a beaucoup de similarités avec le cadre. Une membrane, ça protège, ça sépare l'intérieur de l'extérieur, ça le cadre le fait aussi. Mais il y a 2 caractéristiques des membranes qui sont importantes et qui nous mettent dans la situation d'interdépendance. C'est d'une part qu'une membrane, c'est poreux. Ça assure donc des entrées et des sorties. Donc, qui dit poreux et qui dit entrée-sortie dit interdépendance. Ça implique donc de l'interdépendance. Et par ailleurs, un cadre, c'est quelque chose que nous, humains, construisons autour de quelque chose, alors qu'une membrane, c'est produit et entretenu par ceux qui sont à l'intérieur de la membrane. Donc, c'est en ça que c'est une bonne métaphore des groupes. C'est comment, une fois qu'on forme groupe et donc qu'on forme membrane, comment chacun prend, et ça connecte à la question pour Vincent, sa responsabilité de la membrane. Je ne vais pas plus loin sur la responsabilité, je la laisse à Vincent. J'en viens à un deuxième point qui pour moi a été effectivement une révélation quand je l'ai compris, c'est de me rendre compte que dans les systèmes d'interdépendance, non pas que les humains ont construit, ou du moins pas seulement les humains, mais particulièrement cette culture, il y a un mode d'organisation auquel nous donnons énormément d'importance et qui, à mon avis, est extrêmement destructeur, qui sont les grandes hiérarchies pyramidales. Que vient faire le reste du vivant dans cette affaire? Eh bien, c'est qu'à ma grande surprise, ça n'existe pas ailleurs. Il n'y a pas une forêt, il n'y a pas un écosystème qui fonctionne
comme une hiérarchie pyramidale, hein. Il y en a d'autres qui l'ont déjà souligné. Les forêts, il n'y a pas un conseil d'administration au centre de la forêt qui décide. Et ça a été employé pour le coup déjà en métaphore, hein. Frédéric Laloux nous dit ça dans ses bouquins. Si ça fonctionnait comme ça, les feuilles tomberaient au printemps au lieu de tomber en automne, vu la lenteur de ce genre de processus. Et donc, ça veut dire qu'on peut vraiment s'inspirer notamment de ce fameux réseau de mutualisation des forêts entre les arbres, les champignons et tous les autres. On parle surtout des arbres et des champignons, mais il y a aussi tous les autres, et qui a cette caractéristique essentielle qui fonctionne en tout est connecté, mais il n'y a pas de centre de décision. Toutes les décisions se prennent localement, mais en connaissance de cause, plus ou moins consciente et plus ou moins directe, avec tout le reste du réseau. Et ça, pour moi, c'est une inspiration absolument énorme qui a donné, d'ailleurs, le mot mycélium, qui est ce fameux corps du champignon qui connecte notamment les arbres et les plantes entre elles et qui permet aussi aux champignons en tant que tels de vivre. Ben, c'est un mot maintenant qui est en train de traverser aussi nos réseaux et qui fait réseau, qui est sans doute la meilleure description d'un réseau dynamique et non hiérarchique. Et pour moi, c'est extrêmement inspirant, mais ça veut dire aussi que ça remet de nouveau en question toutes nos structures. Et que d'ailleurs, beaucoup des structures qui créent de l'hyposensibilité sont des structures hiérarchiques pyramidales dans lesquelles la compétition est mise au pinacle. Ça, c'est l'autre enseignement majeur, c'est que oui, il y a de la compétition dans le vivant, bien sûr, mais la base, le socle, comme le disent les biologistes, c'est l'entraide, c'est la coopération. Et à partir de là, je veux dire, une fois qu'on regarde ça et qu'on se rappelle qu'on est, encore une fois, nous vivants parmi les vivants, ça remet mais complètement en question. Ça nous permet de déconstruire de façon très efficace tous ces systèmes hiérarchiques pyramidaux qui je pense, voilà, sont efficaces au sens productivité néolibérale, mais ne sont pas souples et ne sont pas branchés avec le vivant et n'écoutent pas le vivant, fondamentalement. Voilà, je m'arrête, il ne faut pas me lancer là-dessus. Merci. Merci Gauthier. Du coup, sur la question de la responsabilité, pour essayer vraiment de revenir aussi à la question de départ, hein, avec l'interdépendance et ce que ça nourrit globalement, c'est quoi les impacts psychologiques et les impacts psychologiques aussi dans notre relation au vivant. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs dimensions à ça. D'une part, pour moi, pour revenir à ce qu'on disait à la question de l'interdépendance, la question de la responsabilité, elle est fondamentalement collective. Et je pense que c'est une des grosses erreurs de l'écologie des 40-50 dernières années, c'est d'avoir beaucoup, pas de toute l'écologie, hein, mais en tout cas, c'est d'avoir dans un certain secteur de campagne de sensibilisation, etc., c'est d'avoir transformé le soin au vivant en éco-geste ou en éco-consommation. Et du coup d'avoir remis la responsabilité sur l'individu uniquement, voire le poids du coup et même la culpabilité chez l'individu de quelque chose qui le dépasse, qui est pris dans une trame complètement structurelle et sociopolitique. Et du coup, en fait, on ne peut pas prendre notre responsabilité à cet endroit-là, ou en tout cas, on peut la prendre, évidemment, en partie, mais je pense qu'il faut marier ça avec une conscience des privilèges, des trames dans lesquelles on grandit, des milieux dans lesquels on est, de nos possibilités économiques, parce que la responsabilité au niveau étymologique, c'est to be able to respond, donc c'est être en capacité de répondre. C'est pas avoir un poids de devoir faire malgré tout ce qui est là. Donc c'est être en capacité de faire. Donc pour moi, si on veut redire, chacun doit reprendre sa responsabilité, ça ne peut aller qu'avec alors il faut en donner les moyens. Et donner ces moyens, de nouveau, c'est une question qui est sociopolitique ou systémique ou citoyenne, mais en tout cas qui ne peut être que collective. Et en fait, on peut regarder ça à plein d'endroits. C'est-à-dire qu'on va parler d'une responsabilité, par exemple, ben oui, il faut consommer local, il faut consommer bio, etc. Super, moi je le fais à fond, mais moi j'ai les moyens de le faire. J'ai les moyens monétaires, mais j'ai aussi les connaissances des réseaux, j'ai le soutien social, je suis inscrit dans un groupe social dans lequel c'est le comportement désirable, et donc j'ai même un intérêt à le faire, parce que si je ne le fais pas, je vais peut-être me sentir moins appartenir à ce groupe-là, et ça c'est des freins qui sont énormes, ceux de l'appartenance sociale. Donc pour certaines personnes,
avoir les comportements que nous, on va vendre comme les comportements prosociaux, pro-environnementaux, c'est être dans une trahison avec leur milieu. Or, cette loyauté, ce sentiment d'appartenance, c'est un des besoins premiers de l'être humain. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'illusions et beaucoup de déresponsabilisation en fait quand on dit bah oui ben voilà tout est là, il suffit d'eux et il y a qu'à et puis on a juste voire même à donner juste les moyens financiers, c'est pas du tout suffisant. Euh, et donc pour moi cette responsabilité elle est vraiment collective et à l'intérieur de ça il y a la partie individuelle qui est hyper importante évidemment et on va peut-être alors dans nos groupes aussi parler de souveraineté hein, vraiment qu'est-ce que je suis moi en capacité de prendre comme décision, par exemple de vivre ou pas en termes de pratique, parce que pour certains, une pratique où on se regarde dans les yeux, ça peut être extrêmement violent, par exemple, c'est extrêmement intrusif, il peut y avoir, si c'est même un regard homme-femme, derrière, il peut y avoir des logiques de domination, d'intrusion, enfin voilà, on peut réveiller plein de choses traumatiques, individuelles ou culturelles. Et donc cette souveraineté, elle est vraiment importante, et quand on va parler de souveraineté, on va souvent dire c'est le roi ou la reine intérieure, mais c'est pas le tyran. Et donc, il est toujours en lien avec le groupe et avec la raison d'être du pourquoi le groupe est là et avec la bienveillance de la totalité du groupe. Donc, ma responsabilité ou ma souveraineté, ça va pas être de agir de nouveau dans cette illusion de l'individu néolibéral, libre, rationnel, éclairé, séparé des autres et totalement autonome. C'est toujours dans une conscience des liens. Et pour ça, je vais peut-être terminer là-dessus parce que j'ai beaucoup aimé tantôt ce que tu disais aussi, Emmanuel, sur l'importance de cette toile structurelle et systémique aussi quand on accompagne des personnes peut-être en fragilité plus psychologique, ou quand on regarde par exemple dans les types de travail qu'on peut faire avec des enfants, des ados, etc. Il y a certaines formes de thérapie qui vont aller plus vers vraiment soutenir la personne dans son chemin d'autonomie malgré ses liens familiaux. Et puis, il y en a d'autres qui vont aller dans tenter de garder et de tisser ou de restaurer le plus de liens possible. Et donc, de plutôt aider à accompagner l'individu avec ses liens familiaux. Et je trouve que c'est très, très, très différent. Je pense que c'est vraiment pour nous, c'est avec les liens ou malgré les liens. Je pense que dans une dimension de codépendance et d'interdépendance, on est avec les liens, y compris ceux qui nous embêtent, y compris ceux qui nous freinent, y compris ceux qu'on aurait envie simplement de pouvoir couper, sauf que la plupart du temps, couper, c'est une illusion. Mmh. On sort du clivage complètement, en fait, du clivage et du déni, quoi, dans ces mécanismes qui sont devenus des paradigmes sociaux. Tout à fait. Ouais. Merci. En fait, merci. Je ne saurais pas comment le dire autrement. Merci d'abord dans le cœur parce que j'ai l'impression que vous êtes venu toucher et remuer tout ce que peut-être j'avais à l'intérieur de moi sur l'interdépendance et dans le sens de sa reliance sur le plan individuel parce que je suis psy et que du coup je ne peux pas m'empêcher forcément de revenir sur le plan de l'humain. Mais surtout, on est revenu sur ce plan systémique, à la fois du groupe humain et du groupe vivant. Et ces liens profonds d'interdépendance, pour moi, ils viennent ouvrir systématiquement mon cœur. Et je vous remercie pour ce que vous avez déposé, parce qu'on est venu faire ces allers-retours, là où, je ne dis pas que dans les autres interviews qu'il y a dans le sommet, on n'est pas venu toucher ces plans, mais là, on a vraiment fait ces allers-retours sur ces différents plans. Et ça, c'est enrichissant parce que du coup, ça ouvre des choses, à la fois dans le cœur et dans l'esprit. Donc, je vous remercie pour ça. Ça m'a fait personnellement beaucoup de bien. J'espère que ça le fera aussi pour beaucoup de personnes. Moi aussi, je vous remercie pour votre présence et puis pour cet exemple qui m'a beaucoup et que j'ai beaucoup aimé de la main d'Abraham, voilà, de l'exercice d'Abraham. Donc, merci pour ça. Merci pour votre présence. Je vous souhaite... je vais aussi dire merci, puis je laisserai Gauthier clôturer. Donc, moi, j'ai envie de vous dire merci pour l'entièreté du sommet et de toute la dynamique que vous mettez derrière aussi avec la FECOP, notamment dans ce soin que vous essayez de faire au-delà des clivages entre anciens, nouveaux, dans les COPSI, et garder cette vision vraiment radicale de la transdisciplinarité. C'est vrai qu'ici, j'ai beaucoup aussi parlé en tant que psy, alors qu'on sait que les COPSI, c'est beaucoup plus large que la psy.
Donc, merci aussi pour tout ça. Ça a l'air passionnant, tout ce qui va se raconter après. Donc, j'espère me délecter de toutes ces interventions. Je suis particulièrement heureux, je vous avoue, de savoir que Charlotte Loix, qui est une philosophe que je trouve vraiment hyper intéressante et qui est par ailleurs une copine, mais c'est encore une Belge, hein, on se connaît bien entre Belges, va intervenir. Et puis, un tout grand merci encore pour ce tissage à quatre et Gauthier pour ce co-éclairage qu'on aime faire ensemble. Voilà, et moi, je voudrais remercier aussi justement pour cette mise en réseau, mais aussi pour la facilité. En fait, pour moi, c'est un espace de plus où je suis arrivé sans avoir besoin du tout de défense, de me méfier de quoi que ce soit. Et voilà, et ça fait partie des choses qu'on est en train de tisser et que vous êtes en train de tisser. Donc, merci d'augmenter encore ce tissage. Et je voudrais du coup, moi aussi, faire des clins d'œil dans la liste. Moi, je suis très heureux de voir Christine, alors là, c'est pas des Belges pour le coup, Christine Christophe et aussi Bernard Boisson, voilà, qui est un tel défenseur co-arbre des vieilles forêts. Ça me fait très plaisir de savoir qu'il est là aussi dans ce tissage. Voilà. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt. À bientôt.